Donc dans cette volonté du pouvoir de faire diversion, et finalement ça aura été une ligne continue. La diversion, c'est... Alors le roi de la diversion, c'est Emmanuel Macron. Alors, lui, c'est le grand... Majax. Comment ? Le Gérard Majax de la politique. Ah oui, non mais c'est lui, c'est vraiment la diversion. Alors écoutez ce qu'a dit Monsieur Nunez sur effectivement l'instrumentalisation, la récupération, disait-il, de la mort de Louis. Vous parlez effectivement du lynchage du jeune Louis qui est absolument abominable. J'ai évidemment une pensée pour sa famille. J'ai une pensée pour sa famille. C'est absolument. Enfin voilà, je n'imagine pas ce que peut être, ce que peut être. Enfin, j'imagine bien ce que peut être leur douleur, mais évidemment, tout ça est inacceptable. Et oui, on m'a interrogé pour me demander si je considérais qu'il y avait un ensauvagement. Donc j'ai redit que je trouvais que ce terme avait une connotation extrêmement violente et j'ai dit qu'il y avait une exploitation de cette affaire. Bon, je vous renvoie aux déclarations de M. Éric Zemmour sur cette affaire qui a parlé de nécessité de remigration. Enfin, voilà, il a fait un lien très direct avec l'immigration. C'est précisément cette déclaration que je visais. Il y a une exploitation qui a été faite ou par des groupuscules d'ultra-droite. Des groupuscules d'ultra-droite. Voilà. Je n'ai pas voulu rentrer dans ce débat, dans ce terme qui est connoté, encore une fois, politiquement. Mais par contre, je dénonce très fermement ce drame et surtout la montée de la violence chez les plus jeunes. Et c'est ce que je dis dans Le Parisien, ce qui nous inquiète évidemment profondément. Bon, Éric Zemmour avait dit à nouveau un jeune Français a été massacré dans une violence inouïe par une meute de racailles. Trop souvent les mêmes, trop souvent le même procédé, trop souvent le même silence ensuite. Lui n'avait que 17 ans. Ces francocides ne sont pas des faits divers, ils sont les symptômes de notre invasion et de notre colonisation, avait-il dit. Non, bon. Le problème, c'est que si Emmanuel Macron est le Gérard Majax de la politique, Laurent Nunez, c'est le Garcimore, lui, de la politique. C'est terrible ce qu'il dit, parce qu'à la fin, il finit par tomber d'accord en disant qu'il y a quand même une montée de la violence et même de l'hyper-violence chez les jeunes. Pourquoi ne pas aller jusqu'au bout ? Pourquoi ne pas parler d'ensauvagement qui nous saute aux yeux chaque jour à la page de ce qu'on considère comme des faits divers et qui n'en sont pas. À partir d'une certaine récurrence, les faits divers deviennent des faits de société. Écoutez, ça devrait être une affaire exceptionnelle. Combien il y en a eu dans le passé ? Mais l'ensauvagement, pardonnez-moi, c'est le canal Saint-Martin. Il y a une différence de degré, mais pas de nature. C'est la même chose. C'est exactement la même chose. C'est-à-dire que c'est une société où il n'y a plus aucune civilité. Non, bien sûr. C'est-à-dire qu'aucun civisme. C'est-à-dire que l'autre n'existe pas, je vous assure. Le canal Saint-Martin, d'une certaine manière... J'allais dire c'est plus grave, non, puisqu'il n'y a pas de mort, mais c'est plus significatif encore. Si vous n'arrêtez pas les jeunes là, possiblement, mais bien sûr. Ils se rendent coupables de faits bien plus graves. C'est ce que dit Maurice Berger depuis des Mais c'est années. une société qui est dingue, c'est-à-dire que personne n'a envie d'être dans le canal Saint-Martin. Oui. Personne n'a aujourd'hui c'est-à-dire qu'il y a un mot qui a disparu de la langue française, c'est un mot génial, bon enfant. Bon enfant. Vous verrez tout à l'heure des images d'archives, des gens comment ils se baignaient dans la Seine, bon enfant. Ce n'est qu'agressivité, agression, etc., violence, parce que ces gens ne sont pas éduqués. Donc si vous ne remettez pas l'éducation, le civisme au cœur de la société française, vous êtes fichus. Mais écoutons, oui. Non, juste sur Laurent Nunez, ce que je voulais dire, c'est qu'à mon avis, il faut essayer de comprendre pourquoi il en arrive à ce postulat-là. En fait, c'est un ministre qui n'a pas une idéologie très marquée et qui est simplement dans une stratégie... Détrompez-vous. Non, mais en fait, Non, détrompez-vous. En fait, je pense que son idéologie... C'est une pensée très précise, qui est une pensée humaniste, et si tu décodes ça à l'aune de quelque chose, c'est toujours la même chose. Je comprends, mais ce que je veux dire, c'est qu'il est dans la recherche en permanence de l'apaisement. C'est lui qui guide son action, que ce soit sur ce dossier-là, sur les violences après la fête de la musique, sur le dossier franco-algérien. Moi, ce que je note quand même, c'est qu'à la fin, par exemple, Gérard Collomb, qui était quand même socialiste, quand il quitte le ministère de l'Intérieur, qu'est-ce qu'il dit ? En partant, il dit « Attention, on vit côte à côte, bientôt on vivra face à face ». Moi, je crains que cette extrême prudence ne fasse que repousser l'échéance. En fait. Il n'y a qu'une phrase, si on voulait retenir qu'une phrase, des 50 dernières années, côte à côte, face à face. Et c'est Gérard Collomb qui l'a dit. C'est la phrase qui définit la société française. Ce n'est que le début. Ce n'est que le début. On y arrive, pas à pas, côte à côte. Et c'est Gérard Collomb qui l'a dit, le proche d'Emmanuel Macron. C'est pas un homme d'extrême droite, Gérard Collomb. C'est lui qui l'a dit. Voilà. Ce qui m'intéresse vraiment, moi, c'est d'écouter la petite musique régulière du pouvoir. Alors maintenant, vous avez écouté Aurore Berger sur le mot récupération. Aurore Berger. Aurore Berger va arriver, mais dans une seconde. Mais vous avez eu l'impression que l'extrême droite a récupéré l'histoire de Louis ?
Mais en fait, c'est pas le sujet, moi. Ça ça l'est un peu, puisque votre collègue le dit. Ça m'intéresse pas, moi. C'est mais moi, ça m'intéresse, pardonnez-moi. C'est-à-dire que le ministre de l'Intérieur, lui-même... respecte la parole de cette mère, et comment on garantit... Mais quand le ministre de l'Intérieur détourne le regard... et jugé comme des... D'accord, mais puisque ça ne vous intéresse pas, mais vous me pardonnerez d'avoir des questions qui m'intéressent. Quand le ministre de l'Intérieur dit récupération d'extrême droite, je vous demande, vous êtes sa collègue, est-ce que vous voyez, vous aussi, de la récupération d'extrême droite devant ce massacre? Là, je ne crois pas qu'il y ait eu de récupération. Je pense qu'il y a eu une indignation qui est une indignation collective. Si on n'est pas indigné devant le meurtre de Louis, on s'indigne sur quoi dans ce pays? Donc vous êtes en désaccord avec Laurent Nunez sur cette question? Donc moi, ce que je dis, c'est qu'il y a une indignation collective légitime. Il y a un cri d'une mère qui s'est exprimée. Et ce cri, il ne doit pas être un cri comme ça, qui ne génère pas ensuite de conséquences. C'est toujours la même. Vous voulez dire quelque chose? Oui, je voulais dire que je suis fatigué d'entendre agiter ce polichinelle, ce croque-mitaine de l'extrême droite, alors que ce qui s'est passé avec ce garçon Louis, ce n'est pas de l'ensauvagement, c'est de la barbarie pure et simple. Vous savez, moi j'ai vu la violence à l'état pur, je l'ai vu pendant la guerre civile au Liban. Je peux vous dire que lorsque des gens se déchaînent à coups de Kalachnikov sur quelqu'un d'autre, ça c'est de la violence pure. Et il me semble qu'on n'en est pas loin lorsque 5 individus tuent un autre individu. On est là dans la violence pure. Il n'y a pas d'explication, c'est le mal pur. M. Nunez ferait mieux de considérer ça plutôt de s'exciter sur l'extrême droite. Bon, comme je radote, mais bon, c'est l'âge. Je vais vous citer une nouvelle fois, le courage, c'est de chercher la vérité et de la dire. Voilà, ça c'est Jean Jaurès qui dit ça. Le courage, c'est de chercher la vérité et de la dire. Première phrase. Et deuxième phrase, mais j'ai dit toute la semaine dernière, mais je vais le redire. C'est la dernière semaine sur Europe 1, donc je vais le redire. Winston Churchill disait du courage qu'il était la première des qualités humaines car elle garantit toutes les autres. Elle est géniale cette phrase. C'est-à-dire que si tu es intelligent et que tu n'as pas de courage, ça sert à rien. Oui. Alors ils sont intelligents, ils n'ont pas de courage, ça sert à rien. Oui, mais depuis un certain Solzhenitsyn a fait acte du déclin du courage dans la société occidentale. Et on est dans la fin de ce déclin du courage. Oui. Mais je suis d'accord, mais elle est géniale cette phrase. Et simple, le courage, c'est de chercher la vérité et de la dire. Et de la dire. Alors, le petit passage, on a écouté Aurore Berger, écoutez Elisabeth Borne, qui parlait de décence, c'est toujours la même chose. C'est-à-dire, dès qu'il y a un mort, descend, la famille, vous n'avez pas honte, sauf que les familles, elles veulent parler aujourd'hui. Madame Borne, je ne sais pas quand est-ce que c'était après la mort, 18 octobre 2022, Elisabeth Borne. Un peu de décence et respectez la douleur de la famille, Madame la Présidente. Et puis, je n'en peux plus de cette fausse indignation, cette fausse colère. Ces gens nous emmènent dans le mur. Mais est-ce que ça marche, ces discours? Ah Non, ça peut marcher. Ça marche dans l'espace médiatique. Oui, mais est-ce que ça marche au-delà? Non, parce qu'à chaque fois, vous avez ceux qui la dénoncent qui, manifestement, engrangent davantage de voix. Mais cette fausse indignation, c'est horrible, en fait, de faire ça. C'est ça, de truquer les gens. L'insincérité de ces gens, c'est invraisemblable, qui va contre la phrase qu'on vient de lire là. Alors, vous avez... l'inénarrable Dupond-Moretti, qui parlait d'un sentiment d'insécurité. Et d'un marché aussi de on va écouter également. C'est le même jour, l'inénarrable. Alors, on ne parle pas d'un sentiment de... Il aurait dit ce week-end, vous avez un sentiment de canicule, paraît-il, monsieur Dupond-Moretti. Bon, écoutez. Se servir du cercueil d'une gamine de 12 ans, comme on se sert d'un marchepied, c'est une honte, monsieur le député. C'est lui qui est une honte, en fait, de dire ça. C'est lui qui est une honte. Parce que ces gens, ils ne prennent pas la mesure de ce qui se passe. Ils ne refusent la vérité. Donc, ils font diversion. Et ça, c'est un vrai scandale. C'est un scandale intellectuel. D'ailleurs, ils ne viennent pas sur ce plateau. Ils ont trop peur qu'on leur dise la fausse indignation, la fausse colère, ça ne marche plus. Moi, il y a juste quelque chose qui me dérange. Oui. C'est qu'en effet, on peut dénoncer, à juste titre, on a eu des extraits de discours, mais on s'attarde un peu moins sur ce qui se passe sur le terrain. Parce que les interviews des gens autour du canal Saint-Martin hier, c'était sidérant. C'est-à-dire c'est des gens qui n'en ont rien à foutre de rien. C'est-à-dire que ne s'intéressent pas à autrui, se foutent, c'est leur plaisir, leur petit moi, la société, ça ne compte pas, sauf quand elle peut les aider. Ils ne doivent rien à la société leur doit tout. Voilà.
Ils interviewaient une femme, on interdit de boire de l'alcool. Elle était là, ah ouais, mais enfin moi, on va pas me priver de mon petit rosé au bord du canal Saint-Martin. Cette philosophie de bobo, ce truc petit bourgeois, ce kitsch quotidien, c'est insupportable. Donc il n'y a pas que les élites. Hein. Dans la décadence, il n'y a pas que les élites. Et d'ailleurs, quand on parle de Marc Bloch, on dit l'étrange défaite, il tape sur les élites. Il ne tape pas que sur les élites, c'est une responsabilité collective. Écoutons ces gens pour savoir où on en est rendu. Et ce n'est pas seulement des barbares, hein. C'est des gens qui font sécession de la société entendue comme l'art de vivre ensemble. Écoutez, Madame Borne, et à un autre moment où, pareil, elle avait brandi elle parle de Crépol ce jour-là. Utiliser ce drame pour jouer sur les peurs, c'est manquer de dignité et de respect pour les victimes. Moi, je veux dire, c'est insupportable, en fait. On n'en peut plus. Alors, et ça, quand on fait, vous voyez, quand on fait la liste comme ça, ils ne veulent pas de la vérité. Ils ne veulent pas qu'on en parle. Pour quelle raison, à votre avis? Mais parce qu'ils peuvent, parce qu'ils peuvent rien faire. Parce qu'ils savent très bien que le multiculturalisme qu'ils nous ont imposé cyniquement a importé des codes culturels qui sont ceux, parfois, dans certains quartiers, ceux de la solidarité clanique, ceux des valeurs archaïques qui sont... Sabrina Bedjeber. Mais bien sûr, ceux qui sont ceux donc de la solidarité clanique, de l'anti-féminisme, de la détestation de la France, de ce phénomène de meute, de ce phénomène de délinquance juvénile qui choisit toujours ses victimes. Si on égrène la liste, c'est Thomas, c'est Samara, c'est Aïcha, c'est Shaina, c'est Chemseddine, c'est ce jeune Louis, c'est tout un tas de jeunes enfants de France qui sont agressés par ces hordes de barbares. Pourquoi ? Parce que la meute se déchaîne contre tout ce qui représente la France, son art de vivre et sa façon de se distinguer dans la société. Si on ne comprend pas que nous avons en face de nous des jeunes qui font preuve d'une violence extrême parce que c'est la tribu qui prime sur la loi commune, nous nous en sortirons jamais. Voilà, c'est ça la réalité. Bon, je voulais vous faire écouter également Emmanuel Macron, qui, lui, parle d'instrumentalisation de temps en temps, mais quand il s'agit de Naël, là, immédiatement, il monte au créneau parce que vraiment, il n'a pas de courage. C'est ce que je retiendrai de son... Voilà, c'est ce que je retiendrai. Il y aura beaucoup de choses à retenir de sa mandature, de sa présidence, mais l'absence d'avoir dit les choses, parce qu'il le sait sans doute, mais il ne veut pas le dire, par manque de courage. Écoutez ce qu'il avait dit au lendemain de la mort de Naël. Je veux ici dire l'émotion de la nation tout entière. Nous avons un adolescent qui a été tué. C'est inexplicable, inexcusable. Inexplicable, inexcusable, les policiers l'ont encore en travers de la gorge. Et puis quelques jours plus tard, sur le même sujet, alors là, il récusait l'idée d'instrumentalisation. Il y a une instrumentalisation inacceptable de la mort d'un adolescent que nous déplorons tous, alors que la période devrait être au recueillement et au respect. Alors que lui-même l'avait précisément instrumentalisé. En donnant un avis sur le fond immédiat, en disant inexcusable, injustifiable. Oui. C'est ça qui est sidérant. C'est la notion même d'instrumentalisation que j'ai vraiment du mal à accepter. En fait, qu'est-ce qu'on appelle instrumentalisation? C'est partir d'un drame pour en tirer des conclusions politiques. Ça se fait tous les jours. Je sais pas, je prends des exemples sur le dérèglement climatique. Certains vont vous dire, bah là, il y a des morts à cause de la canicule. Ça impose qu'on prenne des décisions. Sur l'affaire Pélico, on se dit, cette affaire-là, elle a illustré quelque chose de notre société. Prenons des décisions. En fait, ça se passe en permanence. Je note qu'il y a des faits, évidemment, qu'on n'a pas le droit d'utiliser à des fins politiques, visiblement. Bon, on n'a pas arrangé nos affaires avec l'Arcom parce qu'on a attaqué le pouvoir. On a attaqué le pouvoir. Et attaquer le pouvoir, l'Arcom ne veut pas. L'Arcom ne veut pas. C'est peut-être à cause du fait que... Donc qui peut défendre le pouvoir? Gérard? Ah oui, je vais défendre le pouvoir. Oui, parce que qui peut défendre le pouvoir? Je réfléchissais, je me disais... Parce que l'Arcom nous écoute. Est-ce que le macronisme, c'est un génie? Eh bien, je réponds à ça, non. Le macronisme n'est pas un Gérard génie. Carreau. Le macronisme est un déni. Le mot-clé de 10 ans de macronisme, c'est le déni de la réalité du pays. Et là, on l'a à tous les instants. Dans cette canicule qui n'était pas au départ une affaire politique, on l'a retrouvé à tous les instants. Et c'est extraordinaire. Mais alors, à partir de là, il y a juste une question que je me pose. Le bon sens irait de dire, bon, les gens, ça ne marche plus. Ils peuvent toujours nous raconter des histoires, on ne les croit plus, ça ne marche plus, on a été échaudés, c'est fini. Ça, c'est ce que je pense quand je suis optimiste.
mais il m'arrive certains matins d'être un peu moins optimiste, et je me dis, si c'était le cas, comment expliquerait-on que le LFI, que M. Mélenchon et ses séides marquent des points à chaque occasion? Ils en ont marqué tout au long de ces dernières semaines. Ils en ont marqué avec la panthéisation de Jean-Pierre Bloch. Ils en ont marqué... Marc Bloch. Jean-Pierre même. Jean-Marc. Marc, pardon, je suis ému moi-même. Et donc je pense que si vraiment les gens considéraient qu'on leur raconte des histoires, effectivement, ils ne marcheraient plus. Mais apparemment, ils continuent d'y croire. Sinon, franchement, Mélenchon, il y a un jeu cynique. Il manque encore le grand livre que peut-être un de nos confrères, peut-être toi, écrira un jour sur ce jeu de 10 ans entre Macron et Mélenchon. C'était la défense du pouvoir, ça. Oui. Et je ne sais pas quelle est l'issue aujourd'hui, mais j'ai peur quand même. J'ai peur que tout ce blabla à la Nunez et quelques autres, que tout ça continue à... Et je dis ça parce que j'ai un de mes meilleurs amis qui est venu me faire une visite parce qu'il avait peur que je sois malade pendant la canicule, et avec qui j'ai parlé. Il est de gauche, c'est un garçon, il a vraiment beaucoup de qualités intellectuelles et tout, mais j'ai essayé de le convaincre, et non, il continue à croire, effectivement, toutes les balivernes, tous les faux semblants. Et ça me fait de la peur, ça me fait peur parce que c'est un ami, c'est un garçon de bonne foi. Cher ami, mais il y en a plein tout le désastre que vous décrivez, il n'est concevable que parce qu'il y a un écroulement du niveau intellectuel et scolaire. Moi, au bord du canal Saint-Martin, j'ai vu une immense bêtise, en plus des incivilités, des violences. Il y a une immense bêtise de ces gens, une immense bêtise de cette masse. Pour croire LFI, il faut être un peu con, excusez-moi, ça n'engage que moi. Mais ils sortent des trucs tellement énormes. Là, je vais modérer. Oui, modérez-moi. Là, je vais modérer parce que l'ARCOM, ça va faire le pouvoir plus. Non, mais on va voir justement les incivilités dans une seconde. D'abord, ce que vous dites, c'est pas vrai. Ce que vous dites, c'est pas vrai. Parce qu'en fait, vous ne voyez pas l'aigreur, la rancœur, le ressentiment de toute la sociologie LFI qui trouve dans LFI une manière de venger ou de se venger de la place qu'il a ou qu'ils ont dans la société. Vous sous-estimez ça. C'est-à-dire qu'on en parle souvent, des jeunes diplômés, bac plus 15, bac plus 5, et qui sont dans un état de très grande précarité financière et qui veulent une autre société, qui n'en peuvent plus de gagner ce qu'ils gagnent et qui veulent effectivement attaquer les riches et attaquer ceux qui réussissent bien. D'ailleurs, on est toujours le riche de quelqu'un, parce que Manon Aubry a pris, effectivement, ça m'a fait sourire, avec en plus, elle a raconté, si j'ai bien compris, des approximations, parce qu'elle disait qu'elle avait pris un voilier pour célébrer l'anniversaire de son père en juin. Il se trouve que son père est né en janvier. Bon, mais donc... Alors, qu'est-ce que ça devient, votre explication, dans le cas de Manon Aubry? Ceux qui croient à l'explication de Manon Aubry, c'est pas ressenti parce qu'ils sont... Mais Manon Aubry, elle a gagné pour elle. Oui. C'est-à-dire qu'elle gagne 9 500 € par mois. Voilà, c'est ce que je vous dis. Elle en est sortie. Il faut être un peu bébête. Mais elle en est sortie. Ils veulent tous être des Manon Aubry. Ouais. Parce qu'au fond, le nerf de la guerre, c'est de mieux gagner. Quand je disais Johanna Rolland, elle joue sa vie si elle est perdante. Parce qu'elle ne retrouvera jamais un poste comme celui-là, où elle peut gagner ce qu'elle gagne. Donc elle s'en sort. Ils veulent tous être des Manon Aubry ou des Johanna Rolland. Et évidemment, Manon Aubry... Elle se moque bien de ceux qui sont derrière elle. En pleine canicule, elle est sur son bateau. Ouais. C'est ça la réalité. Alors elle a été rattrapée, elle aussi. Mais comme eux, je ne dis pas que c'est très malin ce que je dis là, parce que c'est un peu démago, mais comme eux-mêmes passent leur temps à attaquer, en l'occurrence Jordan Bardella, quand il est à Monaco, Jordan Bardella c'était Monaco, elle c'est son voilier en Corse. Il y a une différence de degré, mais pas de nature. C'est la même chose. Donc c'est assez minable. Si vous l'inventez... Dans tous les cas, c'est minable. Dans tous les cas, c'est minable de stigmatiser Madame Aubry. Elle a bien le droit de fêter du voilier. Mais elle a surtout le droit de dire oui, je fais du voilier, oui, je célèbre mon père. Et j'allais dire, je vous emmerde. Mais je fais ce que je veux, c'est sa vie privée. Donc tout ça est minable, mais on est dans une société où tout est minable. Donc, et toutes les attaques sont minables. Attaquer Manon Aubry...
c'est pas terrible. Elle fait ce qu'elle veut dans sa vie privée. Non, c'est pas le sujet. À condition qu'elle ne nous donne pas des leçons chaque jour. C'est ça. Voilà. Moi, sinon, elle peut rester sur son voilier, et même je l'y encourage à rester sur son voilier, mais pas en me donnant des leçons chaque jour. Alors, écoutez le canal Saint-Martin. Ah non, la dernière chose, c'est Emmanuel Macron sur ce qu'il avait dit. Dans l'instrumentalisation, et on ne fait pas ça, on ne règle pas ça à coup de cri, c'est Maud Bréjon qui a annoncé son ralliement à Édouard Philippe. Grande nouvelle. Édouard Philippe, là, c'est formidable. Édouard Philippe, on dit, ils y vont tous. C'est pas très sympa pour Gabriel Attal. Ah non, mais Édouard Philippe, ça va être... Là, c'est Édouard Philippe, il va avoir tout l'espace médiatique va être avec lui. Bon, écoutons Monsieur Macron. Madame Bréjon. On ne répond pas à un drame par des cris. On ne répond pas à un drame par des cris. Alors là, il a changé d'avis parce qu'il a bien vu quand même que bon. Bon alors le canal Saint-Martin, ça me passionne. Vous voyez le sujet de Viviane Hervier et de Fabrice Elsner avec ce jeune garçon là, comment il s'appelle? La douane. La douane. Enfin c'est incroyable. Il s'appelle comment? La douane. Alors, surnom. C'est devenu, alors il ennuie tout le monde, mais tout le monde le laisse. Il y a 30 ans, on lui aurait dit, écoute, franchement, t'es un petit garçon, tu vas écouter ce que disent les grands. Non, il y a 30 ans, on peut dire ce qu'est la vérité, il y a 30 ans, il y aurait des adultes qui seraient allés voir, ils auraient mis une claque, et il aurait dit, tu rentres chez toi. Bien sûr. Oui, c'est pas forcément ce qui est souhaitable, non, mais ce qui se serait passé. Écoutez le sujet de cette zone de non-droit qui est devenue le canal Saint-Martin. Pour contourner l'interdiction de sauter du pont, ces adolescents n'hésitent pas à traverser une barrière interdite. Sur le canal Saint-Martin, les sauts depuis les passerelles, tout comme la baignade hors de la zone autorisée, sont strictement interdits. Pourtant, depuis le début de la canicule, ces restrictions ne sont pas respectées par certains et les incivilités se multiplient. Plus il y a de monde, donc plus ça rameute de personnes de tout horizon et plus les gens sont nombreux, plus ils sont libres de faire un peu n'importe quoi. Donc ça peut dégénérer assez vite, donc c'est très compliqué à gérer. Dans les journées ça va, en revanche c'est la nuit que ça devient insupportable parce que il y a beaucoup de bruit, de la musique très forte. De son côté, la mairie de Paris indique avoir renforcé la prévention et la sécurisation des abords du canal Saint-Martin, avec également la mobilisation de la police municipale pour faire respecter les horaires et la zone de baignade autorisée. Bon, vous êtes passé, vous disiez... Non, mais écoutez, tout se tient. Canal Saint-Martin, c'est à 2 pas de la République, le fief de la France insoumise. Tout se tient. La France insoumise prospère sur cette forme de décadence, voilà. Bon, on va marquer pas vous dire mieux. Les témoins qui parlent de manière anonyme, on dirait qu'ils parlent... Enfin, c'est assez sidérant, on dirait qu'ils parlent d'une organisation mafieuse. Ils parlent de petits jeunes qui... Mais je les comprends de parler anonymement. Mais plus personne ne parle maintenant de face à la caméra. C'est très révélateur, finalement. Les JRI, les journalistes reporters d'images, filment les baskets. C'est un drôle de métier, quand même. C'est-à-dire qu'on craint ce petit groupe de jeunes, mais à raison, sans doute, hein, mais... Bon, tout ça n'est pas très gai. On va marquer une pause et puis je vous montrerai des images de la canicule d'il y a quelques années et vous verrez combien les choses étaient différentes. On va recevoir Le Cendre et le Feu de Tugdual Denis et puis on pourra parler de l'équipe de France. Alors moi j'ai appris quand même, les matchs sont à 23h.